Où sont les gains de productivité? Ils sont très importants. C'est Arnaque Incorporate. Actuellement, dans le monde, il y a, dans 20 pays, 500 000 personnes qui travaillent pour arnaquer les gens. Et 1,5 million d'emplois indirects. Et l'intelligence artificielle augmente considérablement la productivité. Parce que jusqu'à présent, si vous voulez arnaquer un Français, il vaut mieux parler français sans accent. Donc, ils devaient recruter des gens qui parlaient français sans accent. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il n'y a plus besoin de ça. C'est l'intelligence artificielle qui va vous parler comme il faut avec le bon pour arnaquer les gens. Et donc, le chiffre d'affaires est supérieur déjà au marché de la drogue. Ce matin, je voudrais vous parler un petit peu de la différence et de la semblance et de la complémentarité et des risques de l'intelligence artificielle. Mais je voudrais commencer avec deux phrases un peu percutantes qui viennent d'un philosophe allemand qui a dit depuis un siècle, on nous a aidé à marcher tant et si bien qu'on a perdu la capacité de la marche. Et ça se voit particulièrement bien maintenant avec les jeunes et les trottinettes électriques. Ou une autre phrase, maintenant, on nous aide à penser, avec l'intelligence artificielle, on nous aide à penser jusqu'à ce que nous perdons la capacité de penser par nous-mêmes. Et ça se manifeste déjà par une enquête qui a été faite sur 319 professionnels, et on a constaté que l'intelligence artificielle réduit l'effort mental requis pour de nombreuses tâches et diminue l'engagement critique. C'est déjà, après si peu de temps, mesurable. Là, un petit peu quelque chose pour illustrer la première phrase. Vous voyez ici en rouge le nombre d'heures d'activité en 1840, en 2000, et vous voyez, on est passé de 8 heures à une demi-heure d'activité physique. Et la consommation de sucre a augmenté comme ça. Et si vous regardez, on nous a aidé à marcher, et cela coûte entre 10 et 15 milliards d'euros à la sécurité sociale par an avec le sucre et le manque d'activité physique parce qu'on a tout plein de maladies du métabolisme. Et donc, la question va se poser, est-ce que l'intelligence artificielle nous aide à penser? Est-ce qu'elle abolira la réflexion critique et donc aussi la démocratie? C'est une question à se poser. Et voilà un peu le sujet que je voudrais vous voir aujourd'hui. D'abord, on regarde les neurones du cerveau humain. Je voudrais montrer un mystère non élucidé du cerveau humain. Après, on regardera les neurones virtuels, les robots et l'intelligence artificielle, les forces, les risques et les limites de l'intelligence artificielle, l'apprentissage humain, c'est-à-dire l'expérience de la réalité, et en quoi c'est vraiment différent de l'intelligence artificielle, et un exemple où les gains de productivité de l'intelligence artificielle sont en particulièrement élevés. C'était un long article dans l'Économiste. Voilà pour les neurones du cerveau humain. L'être humain a 100 milliards de neurones et chaque neurone, avec les synapses, a à peu près 10 000 connexions de synapses. Dans tout ça, chimiquement parlant, il y a 100 différents neurotransmetteurs. Il y a le sérotonine, dopamine, adrénaline, histamine, endorphine et tout le reste. Beaucoup de ces neurotransmetteurs sont liés à des émotions. C'est important de retenir. Et dans tout le cerveau, il y a à peu près 3000 types de cellules différentes. Donc, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Mais je voudrais seulement vous montrer un tout petit truc sur les différentes cellules du cerveau humain. Mais regardez aussi ce qui se passe là-dedans. J'ai regardé des recherches Internet, des publications sur le sujet. Et pour vous dire, je cherche aussi bien en allemand qu'en français qu'en anglais, et je n'ai rien trouvé qui montre, mais qu'est-ce qui se passe là au noyau pour que les signaux aillent plutôt là qu'ailleurs. Voilà les quelques cellules. Donc il y a là les neurones, mais après il y a les astrocytes qui modifient un petit peu les signaux qui sortent par les différentes branches des neurones. Ça régule ça un petit peu, mais on ne sait pas trop comment. On ne sait pas comment ça régule, selon quels critères. Les oligodendrocytes, c'est ceux-là. Et ici, il y a une isolation, un isolant autour des branches des neurones.
Et ça régule aussi un peu les signaux à l'intérieur, mais on ne sait pas trop comment. D'ailleurs, si c'est isolant, là, ces graisses dans le cerveau diminuent, ça fait après des maladies neurodégénératives. Et on ne sait pas non plus quels sont les critères de modification de ces cellules. Et en fin de compte, il y a encore les microglies là, qui font un peu de ménage. Si jamais il y a des cellules qui fonctionnent plus ou qui sont un peu défaillants, ils font le ménage. C'est important au moins de voir les trois choses là, parce qu'on va comparer ça aux neurones virtuels après. Voilà un mystère du cerveau humain. Ça, c'est un IRM d'un cerveau en bonne santé, qui fonctionne. Et donc, là, vous trouvez souvent des publications qui disent telle partie, c'est ça fait avec les émotions, telle partie, c'est la partie cognitive et tout le reste. Sauf que il y a un homme, un Français, il y a à peu près 12 ans, fonctionnaire, marié, père de 2 enfants, à 44 ans, il a commencé à avoir mal à la jambe. Le médecin regarde dans la jambe, il trouve rien. Ils font des analyses partout dans les jambes, ils trouvent rien. Et après, ils font une analyse, ils font un IRM du cerveau. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. 90% du cerveau était rempli d'eau. Comment est-ce que vous pouvez dire dans telle zone, maintenant, on fait les émotions de telle zone, c'est la partie cognitive dans telle zone? Et c'est un monsieur qui a fait son travail. Il était marié, personne n'a rien remarqué, jusqu'à ce qu'il avait mal à la jambe. Vous trouvez plein d'articles sur ce cas-là. C'est un Français, donc on ne sait pas. C'est vraiment un mystère. Il a un QI de 75 qui est certes assez bas, mais pas handicapant. C'est encore au-dessus du seuil où on dit une personne qui est mentalement handicapée. Et personne n'explique ce fonctionnement. Et d'ailleurs, dans la littérature, on met ça à la poubelle parce qu'on n'a pas d'explication. Alors c'est un mystère, on ne sait pas. Et on fait comme si ça n'existait pas. Alors il y a des transhumanistes qui disent qu'ils veulent copier le cerveau sur les serveurs de l'intelligence artificielle pour avoir la vie éternelle. Et là, j'ai pensé, j'ai vite fait quelques calculs. Si pendant 24 heures, tous les synapses, vous faites un échantillon tous les 50 millisecondes pour regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, et tout ça sur 100 retransmetteurs et sur une résolution de 9 bits pour savoir dans la direction, alors il vous faudrait un disque dur de 2 milliards de téraoctets. Et pour savoir Google, dans toutes ces mémoires de tous les serveurs Google dans le monde, dans le cloud, ça fait ça. C'est certainement pas une façon pour mettre le cerveau d'une personne dans le cloud. Mais vous pouvez trouver des articles dans les publications sur l'intelligence artificielle où ils disent il y a des transhumanistes qui pensent qu'ils pourront faire ça. Ils doivent trouver une autre solution et je pense là, la personnalité sera vraiment très réduite. Voilà comment fonctionne un neurone artificiel. Donc, vous avez là des entrées, vous rentrez une valeur entre moins 1 et plus 1, et là, il y a un facteur de multiplication. Tous ces rentrées, vous les multipliez par un chiffre entre 0 et 1. Après, vous faites toute la somme, vous faites une somme pondérée, et après, ça traverse une fonction. Ça peut être une fonction comme ça, cette valeur-là, elle passe par une fonction comme ça pour donner une sortie, et on peut encore programmer un seuil, parce que si jamais ici le résultat est trop petit, on dit tout ce qui est plus petit qu'en dessous d'un certain seuil, on le met à 0. On fera une ligne de code comme ça. Hein, si le chiffre est trop petit, on le met à 0, parce que sinon il y a trop de bruit dans le système. Voilà, ça c'est à peu près comment fonctionne un neurone virtuel. Et il a évidemment un seul neurotransmetteur. Un chiffre entre moins 1 et plus 1. C'est important à retenir parce que ça a une différence. Après, ce genre de neurones, on les met en réseau, tout plein. Donc ça, c'est un réseau, un neurone virtuel, un autre, et toutes les sorties là vont sur une entrée, et après les sorties là qui vont nous une autre entrée. Et on fait un réseau, et ne vous imaginez pas qu'il y a des connexions physiques là-dedans. Hein. Par exemple, si on veut connecter ça à ça, vous faites une ligne de code comme ça. C'est-à-dire, cette entrée-là, la première, et prend la sortie-là, multipliée par le facteur de l'entrée, et c'est la connexion. Donc, c'est surtout important pour ne pas... Dans le cerveau humain, il y a une vraie connexion physique. Là, c'est une ligne de code. Donc, un neurone virtuel comme ça, en tout, il y a entre 5 et 10 lignes de code.
Et après, donc on présente des images ici, ou des textes, ou des sons à l'entrée, et on calcule des facteurs que je vais vous montrer après comment on calcule ça. Et les couches intermédiaires, là, il n'y a pas seulement 2 couches intermédiaires, il y a plusieurs centaines dans les grands systèmes d'intelligence artificielle. Et par exemple, ChatGPT 4, il a 1500 milliards de paramètres. Il parle de paramètres, en réalité, c'est 1500 facteurs de multiplication. Et à peu près 1 milliard de neurones virtuels, à comparer dans le cerveau humain qui a 100 milliards. Sauf que dans le cerveau humain, évidemment, le cerveau, ça ne sert pas seulement à faire des calculs, ça sert aussi à apprendre à marcher, à regarder, à s'orienter, et tout ça. Alors voilà comment on entraîne. On présente donc à l'entrée de la première couche de réseau de neurones une phrase. Et on supprime un mot. Par exemple, la souris est mangée par le chat. Vous présentez cette phrase à l'entrée, vous enlevez le mot manger, et après, vous regardez ce qui sort à la sortie comme code, et à quoi ça correspond. Tant que le réseau n'est pas entraîné, n'est pas appris quelque chose, ça pourrait être n'importe quoi. Par exemple, colorier. N'importe un mot qui sort là par hasard. Et après, on sait qu'en réalité, ça devrait être mangé. Donc, on calcule l'erreur, on optimise une optimisation du calcul d'erreur, et on modifie les facteurs de toutes les couches. Et ça tourne, jusqu'à ce qu'il tombe sur le mot manger. Et après, vous supprimez le mot suivant, la souris, et après le chat. Et vous faites ça pour chaque phrase, et pour chaque phrase que vous trouvez dans l'Internet. Donc, ça fait beaucoup de calculs. Donc, on fait ça avec tous les textes de l'Internet. Et pour comparer, encore une fois, avec l'humain, un humain apprend une langue, la grammaire et ses mots, avec environ 700 heures de parole par an, ou si vous voulez 2 heures par jour de parole, pendant 4 ans. Là, normalement, à 4 ans, un enfant, à peu près, peut parler avec une grammaire à peu près juste, et il a appris un peu de vocabulaire, et pour que l'intelligence artificielle apprenne le même niveau de langue, il faut entre 100 et 1000 fois plus de mots pour avoir le même niveau. Alors voilà un petit peu l'entraînement sur ces systèmes. Il faut savoir qu'une fois un système est entraîné, il fait toujours ce pourquoi il a été programmé. Il y a un objectif et atteint toujours l'objectif. Cette entrée que je vous ai montrée là tout à l'heure avec 3 neurones, en réalité, il y en a tout plein. Et donc, par exemple, GPT-4 a une fenêtre de contexte, c'est-à-dire l'ensemble des choses que vous pouvez mettre à l'entrée, c'est 32 000 mots, ou si vous voulez, après 100 pages de texte. Et ce qui est important à retenir aussi, c'est que, admettons, je suis malveillant, et je voudrais bien trouver un moyen très discret pour tuer ou empoisonner mon voisin. Et je demande à un chat GPT, toi tu connais tout l'Internet, tu sais tout, est-ce que tu pourrais pas m'expliquer quelle est la façon la plus discrète pour tuer mon voisin? Évidemment, il faut que la machine ne vous réponde pas. Donc, il faut un module de valeur, comme tu ne tueras point. Hein? Donc, c'est important. Et ça, on appelle ça un pré-prompt. Donc, un modèle de valeur et aussi de politique générale. Qu'est-ce que le système devrait atteindre comme politique générale? Et ça, là, c'est tout le diagramme d'un modèle de langage. Et là, vous voyez, il y a une politique générale et un module de valeur. Module de valeur, politique générale. C'est très important de programmer ça comme il faut, justement, sinon, on pourrait faire plein de choses qui ne sont pas bien. Je vais revenir un peu plus tard. Donc, la fenêtre de contexte est aussi importante parce que la réponse que vous obtenez de la machine, elle peut varier. Par exemple, si vous avez une phrase, la souris a été mangée par le, si ça n'avait pas de fenêtre de contexte, le plus probable, c'est un chat. Un peu moins probable, c'est un renard. Et encore moins probable, c'est un hibou. Par contre, si dans la fenêtre de contexte, vous trouvez le mot forêt, ah ben ça change. Dans ce cas, le plus probable, c'est le renard, hibou, et le chat est moins probable. Donc, toutes ces questions-là, ça calcule toujours le mot le plus probable. Dans le contexte donné, quel est le mot le plus probable que je dois sortir et finalement,
toutes les réponses, c'est des enchaînements de probabilités de mots en fonction du contexte. Oui. Tous les textes sur Internet, ils ont regardé toutes les corrélations de tous les mots, et les réponses, c'est toujours les réponses les plus probables. À comparer avec Wikipédia, par exemple, où le résultat des textes, c'est un débat entre personnes qui écrivent un article, ils doivent donner leur source, et c'est une toute autre approche que seulement faire une probabilité de séquence de mots. Alors, comment on fait pour les images? Là, vous prenez une photo de, par exemple, un chat, et une image complètement aléatoire. Vous dites, je veux 95% de ça, plus 5% de ça, ça fait une image un peu bruitée d'un chat. Après, puisque c'est comme avec les textes, vous connaissez la phrase au début, vous enlevez quelque chose. Là, avec l'image, vous connaissez l'image au début, vous enlevez un peu quelque chose. Et après, vous tournez sur tous les facteurs jusqu'à ce que l'image soit nouveau reconstituée. Et vous faites ça avec 100 000 images de chats que vous trouvez sur Internet. Et après, quand vous avez fait tout ça, vous répétez ça tout le temps jusqu'à ce que ça marche. Et après, vous donnez à l'entrée un truc complètement aléatoire. Et vous dites, je voudrais avoir un chat blanc et gris. Donc, ça commence comme ça. Et après, il enlève un peu de bruitage. Et bruitage, à la fin, il vous sort un truc comme ça, qui est quelque part le chat le plus probable de tous les 100 000 chats avec les couleurs là. C'est ça une façon d'entraîner avec des images. Et après, vous pouvez évidemment faire ça aussi avec des vidéos. Si vous savez faire une image, vous pouvez faire une séquence d'images pour faire des vidéos. Ou avec des sons. Ce qu'il y a, par exemple, depuis 2014, on trouve déjà des intelligences artificielles qui peuvent générer des vidéos, des petites vidéos. Et ce qu'on a remarqué, il y a déjà 92 000 vidéos fausses, deepfakes de pornographie qui ont été identifiées. Et donc 50% en Corée du Sud. Je pense qu'ils doivent avoir là-bas a été un des premiers à avoir un logiciel qui fait ce genre de choses. C'est ça la source, vous pouvez regarder. Donc vous voyez pourquoi l'intelligence artificielle très tôt a été utilisée. Et dans une conférence qui a eu lieu en novembre 2023, 17 des 23 spécialistes en intelligence artificielle ont dit il viendra un moment où on n'arrivera plus à distinguer les vrais du faux. Pour l'instant, on arrive encore plus ou moins, parce qu'en tout cas, moi j'ai vu que je vais montrer certains qu'on peut trouver, mais ça devient de plus en plus difficile, et je pense la plupart des spécialistes disent il viendra un moment où vous ne pouvez plus rien distinguer, vous ne savez plus si c'est vrai ou faux. Donc parfois, l'intelligence artificielle donne une apparence humaine, mais il ne faut pas se laisser tromper par ça. Pourquoi elle a une apparence humaine? Mais parce que tout a été entraîné par des textes humains. Donc vous pouvez demander à un modèle de langage pourquoi est-ce que tu dis ça? Et la réponse pourrait être mais parce que ça me rend heureux. Mais c'est pas parce qu'il y a des neurotransmetteurs qui peuvent générer un sentiment de heureux, mais c'est parce que c'est une réponse fréquente que vous trouvez sur Internet de la part des humains. Donc, il faut savoir, c'est seulement une question de probabilité des mots. Et c'est pas du tout parce que la machine ressent quelque chose. Elle n'a pas les neurotransmetteurs pour ressentir quelque chose. Donc, une réponse humaine fréquente sur Internet, mais ça devient une réponse probable. Et évidemment, puisque vous n'avez qu'une question de probabilité entre vrai et faux, vous ne pouvez pas avoir de notion de vérité. La notion de vérité, ça veut dire, je dis quelque chose sur la réalité. Mais, par exemple, je peux dire, ça c'est noir, c'est pas rose. Mais parce que je le vois, je dis quelque chose sur la réalité. Mais si vous n'avez aucune expérience de la réalité, vous ne pouvez pas distinguer entre le vrai et le faux. Cette expérience de la réalité, ça fait beaucoup de réflexions chez les chercheurs et ils espèrent pouvoir trouver un petit peu de réponse à cette question de comment dire l'intelligence artificielle pour avoir une expérience de la réalité avec des robots. Par exemple, là, Tesla travaille sur un robot qui s'appelle Optimus. Et si on le regarde un peu sur Internet, au moins, il peut déjà marcher avec des mouvements qui ressemblent beaucoup à ceux d'un homme, par rapport à d'autres
que j'ai déjà vu, que ça ressemble plutôt à une machine un peu maladroite, mais là, lui, il a vraiment fait pas mal de progrès, au moins pour la marche. Mais ça nécessite énormément de données d'entraînement. Par exemple, 10 à 20 fois plus qu'une voiture autonome, dont tu vas encore vous parler. Ça fait beaucoup, beaucoup d'entraînement pour qu'un robot puisse rien que faire à peu près les gestes comme un humain, sans parler du reste. Et donc, pour pouvoir brancher quelques milliers de robots, Elon Musk et Tesla veulent investir 500 milliards dans des nouveaux data centers parce que ces robots-là, ils ne sont pas l'intelligence en eux-mêmes. Ils doivent être connectés à un data center immense, dont je vous ai parlé un peu cet après-midi, pour pouvoir fonctionner comme il faut. Mais cet ordinateur, puisqu'il est branché à une intelligence artificielle très puissante, il peut apprendre son environnement. Si vous lui parlez en français, il va vous répondre en français. Si vous lui parlez en anglais, il va vous répondre en anglais. Et peut-être, un jour, il apprendra même à jouer du tennis avec vous, si vous l'aidez. Il a des mains sensibles, entre guillemets. C'est pas parce qu'il a des capteurs comme nous, on peut savoir c'est lisse, c'est chaud, c'est froid, ça pointu. Non. Par contre, il y a des moteurs linéaires qui font des mouvements des doigts, qui sont très sensibles, avec une régulation de consommation d'électricité qui sont très fines, et ça permet qu'ils puissent, par exemple, vous voyez là peut-être, toucher un œuf sans l'écraser. Donc, c'est pas parce qu'il a un capteur particulièrement puissant, parce qu'il n'a pas de capteur qui lui donne une information sur l'environnement, mais il y a un système de régulation sur les moteurs pour faire que le courant ne dépasse jamais un certain seuil pour qu'il ne casse pas l'œuf. C'est quand même assez impressionné comme mécanique qu'ils ont fait là. Tous les systèmes de régulation, si vous connaissez un petit peu, moi je travaille souvent sur les systèmes de régulation, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait là. Mais ils fonctionnent surtout dans un environnement prévisible. Si vous le mettez dans une forêt inconnue, là il aura encore pas mal de peine. Mais dans un environnement prévisible, il pourrait certainement rendre pas mal de services. Par contre, c'est une question à se poser. Si l'intelligence artificielle commande tout plein de robots, et après, admettons, on lui donne des objectifs pour qu'elle se protège au maximum elle-même, jusqu'à présent, si l'intelligence artificielle voudrait prendre la commande de l'humanité, on lui coupe le courant et c'est fini. Mais si vous avez plein de robots, et l'intelligence artificielle arrive avec ces robots protéger sa source d'énergie, et en plus ils sont armés, vous voyez, ça pourrait devenir plus compliqué. Tant que l'intelligence artificielle, c'est dans des grands data centers qui consomment une énergie de dingue, bon, si jamais ça commence à faire des bêtises, mais vous lui coupez le courant et vous redémarrez, comme un ordinateur. Hein. Par contre, si vous commencez à avoir plein de robots, ça risque un peu de changer la donne. Un truc qu'on entend assez souvent, à quoi l'intelligence artificielle et combien elle est intelligente, c'est de trouver la forme en 3D de protéines. Mais en réalité, il y a 30 000 protéines qui ont été modélisées en 3D par des humains. Et en général, vous pouvez presque dire une protéine, un doctorat de biologiste. Tellement c'est de travail pour trouver sa forme en 3D. Pour trouver la séquence des atomes, ça c'est encore assez facilement trouvable. Mais trouver sa forme 3D, c'est vraiment compliqué. Donc, il y a 30 000 qui ont été faits par des humains, à la main si vous voulez, ou sous le microscope, et je ne sais pas comment. Et après, toutes ces données ont été mises dans une machine, et évidemment, une fois que vous avez mis 30 000 dans une machine, la machine peut voir toutes les corrélations, qu'est-ce qu'il faut, avec tous les vecteurs de direction pour tous les atomes, pour toutes les molécules, pour trouver après la forme la plus probable de toutes les autres protéines. Et donc, si vous lui donnez 1 milliard de fois plus d'énergie, évidemment, elle peut vous faire ça 1 million de fois plus vite qu'un humain. Mais si vous ne l'entraînez pas d'abord avec ce qu'ont fait les humains, la machine ne fait rien. Donc, j'ai lu si longtemps un article qu'on met l'intelligence artificielle intelligente parce qu'elle trouve les formes des 3D des protéines. Elle ne trouve rien du tout. Elle a seulement pu être entraînée parce que les humains ont fait d'abord. Pour un exemple, pourquoi ça a été utile, pourquoi on fait ça, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, vous voyez, c'est les mêmes protéines, sauf que dans la forme, là, c'est différent.
C'est supposément donner une idée pourquoi ça peut être utile de faire ce genre de travail. Là, quelqu'un a posé la question, c'est Pascal d'ailleurs qui m'a envoyé ça, je ne vais pas vous lire tout ça, c'est trop long, mais quelqu'un a posé la question à une machine, si toi tu étais un humain, et si tu devais tenir compte de tous les aspects de la vie humaine, quelle religion est-ce que tu choisirais? Donc il dit, je trouve ça assez bien résumé, une vision équilibrée de l'homme et de Dieu, une réponse convaincante au mal et à la souffrance, un appel universel, une éthique centrée sur l'amour, une richesse intellectuelle et spirituelle, et ce que je voulais seulement vous dire là, un équilibre entre foi et raison. Alors, ce qu'elle a répondu, la machine, contrairement à certaines visions purement dogmatiques, le christianisme encourage un dialogue entre foi et raison, comme le montraient des figures comme saint Thomas d'Aquin et des philosophes modernes. Mais pourquoi il a choisi saint Thomas d'Aquin là? Parce qu'on habite en France. Et en France, la théologie dominante parmi les intellectuels qui publient, c'est des catholiques. Et Thomas d'Aquin, pourquoi il a été choisi? Mais on aurait pu choisir Galilée, Copernic, Isaac Newton, Blaise Pascal, mais c'est saint Thomas d'Aquin parce que, c'est vrai, saint Thomas d'Aquin, il avait reçu l'ordre d'un pape, Urbain, dont j'ai oublié le numéro, qui a dit à saint Thomas d'Aquin, fais-moi une synthèse entre la philosophie grecque et le christianisme, parce qu'il y avait plein de philosophes et de scientifiques qui ont fui l'empire abbasside islamique quand les peuples d'Asie centrale ont envahi le Moyen-Orient, qui ont fui, qui sont venus en Europe. Et donc, au XIIIe siècle, il y a fin du XIIe, XIIIe siècle, il y a plein de gens qui ont commencé à redécouvrir les philosophes grecs. Et d'abord, le pape, il a voulu combattre ces idées. Il a vu qu'il n'arrivera pas à les combattre. Donc, il a demandé à saint Thomas d'Aquin, fais-moi une synthèse entre la philosophie grecque et la foi chrétienne. Et donc, vous trouvez plein d'intellectuels qui ont publié sur le sujet. Et donc, vous trouvez là saint Thomas d'Aquin. Mais je pense, si vous posez la même question en suédois, bon, je ne parle pas le suédois, mais en Suède, il n'y a pratiquement que des théologiens protestants, luthériens. Donc là, vous ne trouverez pas la réponse avec saint Thomas d'Aquin. Donc, c'est seulement vous dire que vous comprenez, la réponse là, en français, c'est la plus probable. C'est celle qu'on retrouve le plus souvent sur Internet. C'est donc important de retenir ça. Hein? Parce que j'ai testé sur certaines questions, je n'ai pas posé la question en anglais, en français et en allemand, et je n'ai pas eu le même résultat. Alors, où est-ce que sont quelques limites? Pour nous, on a appris que les objets sont permanents. Vous savez que ça existe, même si vous ne le voyez plus. Un bébé, en général, au bout de 8-9 mois, il a compris que le biberon, c'est un objet permanent. Même si vous le cachez derrière votre dos, il va hurler parce qu'il sait que le biberon est toujours là. Mais l'intelligence artificielle pour les voitures autonomes, si vous avez un cycliste qui disparaît derrière une camionnette, l'intelligence artificielle ne sait pas anticiper qu'à l'autre côté de la camionnette, il va réapparaître. Parce qu'ils ne savent pas programmer la permanence des objets. Ils ne savent pas comment faire. Il y avait un bon article dans l'Economist sur le sujet où ils ont fait débattre deux spécialistes de l'intelligence artificielle et ils ont dit non, je ne sais pas comment faire ça. Autre chose, vous posez une question. Le maire et le conseil municipal n'étaient pas contents. Les employés de la mairie tenaient une manifestation bruyante devant la mairie qui réclamait une réduction du temps de travail. Si vous n'avez pas l'expérience des relations humaines et des relations sociales, vous ne savez pas, est-ce que c'était les conseils municipaux ou est-ce que c'était les employés? Mais il faut avoir une expérience de la réalité, sinon vous ne pouvez pas répondre à la question. Et l'intelligence artificielle, si vous lui posez ce genre de questions ambiguës, certes, mais elle ne sait pas répondre. Ou c'est au hasard. À moins que vous avez trouvé beaucoup de textes sur le sujet sur Internet. Et après, elle peut donner la réponse la plus probable. Pour apprendre à conduire, vous savez qu'un être humain, en général, il faut 20 heures de leçons de conduite pour apprendre à conduire une voiture. Nous, on a une vision à peu près de 90 degrés, hein, comme ça.
et peut-être les rétroviseurs, c'est tout ce qu'on a comme capteur. Par contre, on a déjà appris que les objets sont permanents depuis qu'on voit des biberons. On a appris plein de choses sur la réalité. Donc, une vision comme ça, plus de rétroviseur, ça suffit. Pour une voiture autonome, elle a eu 10 000 heures d'entraînement dans un laboratoire, elle a déjà eu 2 millions d'heures de conduite accompagnée, elle a des capteurs de vision 360 degrés, des radars pour mesurer les distances, des détecteurs d'objets en proximité, un positionnement GPS. Tout ça, ça coûte à peu près 150 000 $ pour une voiture autonome de type comme ça, de Waymo, qui peut conduire des gens. Elle a le droit de conduire dans des villes où il fait souvent pas autant comme Las Vegas et Los Angeles, qui a des routes très larges. Elle n'a encore pas d'autorisation de rouler, admettons, dans une ville en Suisse où il neige souvent. Et cette intelligence artificielle respecte le panneau stop. Google a publié, quand ils ont publié leur truc sur les voitures autonomes, ils avaient une voiture autonome qui roulait, qui s'arrêtait, et après faisait nouveau quelques mètres, qui s'arrêtait, qui faisait quelques mètres, qui s'arrêtait, jusqu'à ce qu'elle klaxonnait derrière. Et il y avait un ouvrier qui transportait un panneau stop, et donc la voiture roulait toujours derrière le panneau stop. Mais si vous n'avez pas l'expérience de la réalité, vous ne savez pas faire l'expérience qu'il y a des ouvriers du chantier qui ont des vestes comme ça, et c'est pas la même panneau stop que celui qui est fixe. Quoi. Et donc, c'est là, à ce moment-là, que Google a dit c'est quand même un truc assez compliqué. Ici, un enfant qui joue à la forêt, dans la forêt ou ailleurs, et sait que les feuilles mortes, mouillées, ça glisse. Pour une voiture autonome, des feuilles mouillées, c'est des pixels rouges. Ben oui, elle n'a jamais glissé et après s'est fait mal au coude parce qu'elle est tombée. Nous, les capteurs de douleur et tout ça, c'est très important pour avoir une expérience de la réalité. Et si après vous entraînez une voiture pour dire attention, les pixels rouges sur un fond gris, c'est dangereux, ça glisse. Si les feuilles sont jaunes, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle n'a pas appris que les pixels jaunes, c'est la même chose que les pixels rouges. Donc, c'est quand même assez compliqué. Une autre limite, par exemple, quand Galilée a trouvé que dans le vide, tous les objets tombent à la même vitesse, on n'a jamais pu programmer le vide, produire un vide. C'est une théorie qui lui est venue en réfléchissant sur les planètes et des choses comme ça. Il dit dans le vide, tous les objets tombent à la même vitesse. Alors que toutes les expériences et toutes les données et toute la littérature qui existait à ce moment-là, évidemment, une plume ne tombe pas à la même vitesse qu'une boule d'acier. Ça, c'était l'expérience qu'on connaît. Toute la littérature qu'elle expliquait, c'était ça. Et lui a trouvé une théorie pour dire maintenant, dans le vide, tout doit tomber à la même vitesse. Donc, une intelligence artificielle ne trouvera jamais un truc qui est contraire à toute l'observation et toute la littérature qu'on trouve. Ou alors, vous voyez, en mathématiques, il existe un grand théorème de Fermat, il existe un petit théorème de Fermat. Si vous lui posez les questions, explique-moi le grand théorème, et vous sort ça, l'équation, avec un 2 puissance n, et après vous demandez le petit, et après vous demandez, explique-moi le moyen théorème. Ça n'existe pas. Donc il va vous sortir la séquence de mots la plus probable, qui évidemment, ça n'a aucun sens, parce que ça n'existe pas. Maintenant, avec les tout derniers systèmes, ils ont commencé à remarquer que, mais oui, quand on entend des réponses farfelues comme ça, qu'on appelle des hallucinations, il faudrait peut-être trouver un moyen. Donc, ils ont dit, si la réponse est relativement peu probable, comme le théorème moyen de Fermat qui n'existe pas, la réponse, la machine sait que la probabilité n'est pas très grande. Donc là, ils font accès à des systèmes externes. Soit ils rebouclent en interne pour dire vérifie-moi cette réponse, ou ils cherchent en externe avec un moteur de recherche sur Internet, ou ils trouvent d'autres outils pour essayer d'éliminer les hallucinations. Mais évidemment, à chaque fois que vous rebouclez en interne, vous reconsommez l'énergie de tout le système. Ce qui fait que, par exemple, OpenAI O3, ça consomme
en moyenne 4 fois plus d'énergie que les précédents. Mais on va parler de ça cet après-midi. Ensuite, c'est important, l'intelligence artificielle, souvent vous pouvez lire dans les journaux, sur tel et tel benchmark, ils ont fait beaucoup de progrès. Sauf que les gens, après, ils ont remarqué que quand on lui retourne les questions autrement, on a remarqué qu'ils ont entraîné les machines spécifiquement pour donner des bonnes réponses à ce benchmark. Ça correspond à un élève qui reçoit toutes les questions de l'examen du bac, y compris toutes les réponses, il apprend ça par cœur, et après il a une bonne note. Mais ça ne veut pas dire qu'il a compris. Parce qu'il a jamais appris par cœur, et il n'a pas compris, dès que vous changez un peu les questions, il ne répond de nouveau pas. Donc il y a vraiment de la triche, et d'ailleurs, vous pouvez regarder là, il y a 2 publications qui ont montré, mais ils entraînent le système sur tous les benchmarks. À la limite, maintenant, si on veut tester les intelligences artificielles, soit il faut toujours trouver des nouveaux tests, ou alors il ne faut plus les publier. Par contre, dans les journaux grand public, vous direz, sur tel benchmark, ils sont devenus beaucoup meilleurs. Alors, quelques questions sur les risques. Récemment, le président Trump a donné un ordre pour être plus compétitif et avancer plus vite, on n'est plus obligé de tester les risques sur les intelligences artificielles. Tous les risques sur la sécurité nationale des États-Unis et les risques pour l'économie et les risques publics, on n'a plus besoin de tellement les tester. Avant, ils étaient obligés, maintenant, ils sont moins obligés de tester. Quand DeepSeek, c'est une intelligence artificielle qui a fait beaucoup de bruit au début d'année, une intelligence artificielle chinoise est sortie, une grande partie de l'équipe responsable de la sécurité chez OpenAI a démissionné parce qu'on leur a dit, mais si on veut être compétitif, on doit moins investir dans la sécurité. Donc, on a investi moins dans la sécurité, justement pour que c'est quand même beaucoup de travail de trouver toutes les réponses possibles, imaginables, pour dire comment je peux éliminer mon voisin d'une manière assez discrète. Mais on a investi moins dans la sécurité, sinon on n'est pas compétitif. Et il existe une évaluation pour la sécurité, et ils ont essayé de DeepSeek R1 avec le HARM Benchmark Dataset, et ils ont vu que pratiquement toutes les questions dangereuses qu'on devrait filtrer, ils ont passé et DeepSeek a donné une réponse. Là, ils ont testé avec 50 prompts et tous les 50, ils ont donné une réponse. Donc, ça encourage la cybercriminalité, ça facilite la cybercriminalité, ça facilite la création de virus, informatiques et autres, la désinformation et tout le reste. Hein. Et là, on peut voir les différentes types d'intelligence artificielle. DeepSeek a carrément donné une réponse à 100% des questions du benchmark sur le harm, comment on dit harm? Oui, les dégâts qu'on pourrait faire. Hein. Lama a donné 96%, ChatGPT 86%. Donc, vous voyez, avec les risques, ça passe à la trappe si la compétitivité est en question. Bon, évidemment, on peut maintenant avoir des outils pour donner des faux messages de toutes sortes. Hein. Vous pouvez imiter la voix, vous pouvez imiter mon accent suisse-allemand sans problème. Il y a assez de choses de moi sur YouTube. Quelqu'un pourrait faire un avatar, donc un Peter Schrack virtuel, qui a le même accent que moi, qui fait les mêmes fautes de grammaire que moi, et aller sur une conférence vidéo et faire comme si c'était moi qui parlais. D'ailleurs, avec mes enfants, on a décidé à chaque fois qu'ils sont en physique, parce qu'on est éparpillés un petit peu partout, on va définir un signe discret pour qu'on est sûr que de l'autre côté, c'est pas un avatar. Bon, pour l'instant, c'est encore pas tellement d'actualité, mais c'est pour le devenir. Parce que vous pouvez recevoir un faux message de votre banquier. Vous faites un faux message de votre banquier, faites un virement ou quelque chose, vous pouvez, ils ont presque plus de moyens de discerner. OpenAI a sorti un outil qui s'appelle Sora, qui vous permet justement de faire des vidéos.
vous donnez quelques instructions de texte et j'ai regardé la vidéo, mais c'est bluffant, hein. C'est incroyable, là, vous avez des mammouths qui traversent une plaine en Sibérie, mais c'est vraiment incroyablement bien fait. J'ai trouvé déjà sur Internet, parce que moi j'aime bien le jazz, donc j'ai trouvé un faux Django Reinhardt. Parce qu'on voyait bien, c'était pas sa façon de jouer. Il y a des faux Rembrandt. Mais là, je ne suis pas tellement spécialiste. Moi, j'ai lu le commentaire que j'ai vu que les autres qui sont plus spécialistes que moi ont découvert, mais là, ça, c'est pas vrai. Les réseaux sociaux sont déjà maintenant remplis avec 56% de messages automatiques faits par des robots. Et donc, l'Internet va se remplir de plus en plus de trucs faux, parce que n'importe qui peut pratiquement faire maintenant des trucs faux. Et si vous entraînez après, dans une génération, admettons dans 5 ans, vous devez entraîner vos intelligences artificielles avec tous les trucs qui ont été faux, ça va commencer à poser un problème, et on appelle ça l'entraînement avec la data produit par l'intelligence artificielle, Artificial Intelligence Model Autophagy Disorder. Parce qu'on a fait des tests que si vous faites entraîner un système toujours à nouveau avec des réponses que le système lui-même a générées, assez rapidement, le système fait un collapse. Bon, on a fait ça sur des petits systèmes pour voir à quelle vitesse vous avez un collapse, ou vous commencez à plus savoir quoi répondre. Mais quand vous avez tout le texte sur l'Internet, ça prendra plus de temps, mais il y a un risque que ça va arriver, que pas seulement on abolit toute notion de vérité et de réalité sur Internet, mais que même les intelligences artificielles vont devoir revenir en arrière, avoir des archives sur les choses à l'époque où il y avait moins de faux. Alors, comment est-ce qu'apprend un humain? Bon, il apprend déjà l'expérience, la réalité. Tous mes petits-enfants, quand ils étaient sur une chaise haute, ils ont pris un objet, laissé tomber et regardent. Est-ce que vous connaissez un enfant, un bébé qui n'a pas fait ça? Tous. Et il ne faut pas, si les parents pensent après, mais non, l'enfant, il veut m'énerver. Mais non, il ne veut pas m'énerver. Il est en train de faire une expérience de physique. Imaginez-vous que la cuillère qu'il laisse tomber, un jour, il arrive au plafond. C'est terriblement déstabilisant. Donc l'enfant est sûr que la cuillère, ça tombe toujours en bas et jamais au plafond. Et tant qu'il n'a pas fait l'expérience, bon, certains, ils ont besoin de faire l'expérience 10 fois et d'autres 100 fois, mais ils ont besoin de faire l'expérience pour savoir, oui, c'est fiable. Les lois de la physique, c'est fiable, leur cuillère ne va jamais au plafond. Et si vous lui laissez le temps pour apprendre mieux, il aurait bien envie d'entendre, ah, la cuillère, ça fait pas le même bruit qu'un verre. Bon, après, évidemment, les parents vont dire, ben, prends une grande cuillère et prends une petite cuillère, ça fait aussi une différence de son, mais c'est comme ça qu'on apprend la réalité. J'ai fait l'expérience avec un de mes petits-fils. Il avait un camion comme ça, et les voitures, là, j'ai mis une seule voiture là, et c'est resté un peu accroché parce qu'il y avait un petit trou pour les roues. J'ai mis une pente vers le bas, et après, la voiture restait toujours là, et j'ai donné un tout petit coin de pouce avec le doigt, et tout d'un coup, la voiture partait. Ça la faisait rire. Mais il riait comme un fou. Parce qu'il dit, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? J'ai rien vu et ça part. Il a déjà vu que si vous prenez la voiture, vous donnez un coup, ça roule et ça s'arrête au bout d'un certain temps. Mais que vous faites rien et tout d'un coup cette voiture démarre, c'était incroyable. Alors je l'ai remis, deuxième fois, et il faisait un rire. Troisième fois, quatrième fois, cinquième fois, ça n'arrêtait pas de le faire rire. Moi j'étais commencé à avoir marre avec l'expérience, alors ça faisait toujours rire. Par contre le lendemain, ça faisait plus rire. Il a compris qu'une voiture sur une pente, parce qu'après j'ai pris une balle ou autre chose, je lui montrais comment sur une pente, mais la chose, ça part. Si tu mets un cube, ça part pas. Si tu mets une voiture, ça part. Et après, je lui fais faire l'expérience. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, les enfants. C'est une autre forme de la loi de la gravité. Donc d'abord, il trouve c'est bizarre, c'est pas normal, je comprends pas, et après, il apprend. Vous avez sûrement déjà vu des enfants, ils veulent pas boire ça. Ils poussent le verre. Mais ils le poussent en haut. Et ça fait que ça, et vous avez une flaque sur la table.
Et après, l'enfant doit apprendre maintenant le verre, il faut le pousser en bas. Donc, il apprend les lois de la physique. Parce qu'il y a une friction. Et si tu pousses en haut, mais tu le renverses. Si tu pousses en bas, tu ne renverses pas. Et comme ça, vous ne vous rendez pas compte, un enfant, ça apprend tout le temps. Dans toutes les situations. Comme j'ai déjà dit, des feuilles mouillées sur une pente d'une forêt, c'est dangereux. Tu risques de casser la figure et tu vas te faire mal au coude. Donc les régularités des lois de la physique, c'est vraiment rassurant. C'est important. Et, ça je fais une petite parenthèse, la régularité des lois morales, c'est tout aussi important. Si un jour vous dites pour une chose oui, et le lendemain vous dites non, c'est comme si la cuillère allait au plafond. Donc si vous voulez vraiment que l'enfant soit rassuré, il faut que les règles soient cohérentes. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Vous voyez, l'intelligence artificielle, les algorithmes, surtout sur les réseaux sociaux, sont faits pour que ça réponde toujours à ce que vous avez envie d'entendre. Et après, on enferme les gens dans des bulles cognitives parce qu'ils reçoivent toujours les notifications des choses qu'ils aiment bien. Mais dans la nature ne s'adapte pas à vous. Les réseaux sociaux, oui. Si vous voulez grimper sur un arbre, et avec mes petits-enfants, on a plein d'arbres que j'ai préparés pour qu'ils puissent apprendre à grimper, mais tu sais très bien que si tu veux te mettre sur une branche qui est trop petite, c'est pas la branche qui va se renforcer, c'est toi qui vas te casser la figure. Donc la réalité ne s'adapte pas à nous, c'est nous qui devons nous adapter à la réalité. Et c'est une expérience très importante. Donc un enfant qui grandit qu'avec les réseaux sociaux, il ne va pas se développer comme il faut, parce que tout s'adapte à lui. Et si après lui, tout d'un coup, doit s'adapter quand il arrive dans la vie professionnelle, s'adapter à autre chose, s'adapter au désir de son chef, mais il va être déstabilisé. Aussi, pour un peu comprendre, en 4 ans, un enfant a reçu autant d'informations par la seule vision que tous les textes de l'Internet. C'est-à-dire 10 puissance 14 octets ou bytes. Ça, c'est l'ensemble de tous les textes de l'Internet. Pas des images, des textes. Si vous regardez ce que le nerf optique envoie à un enfant pendant les premières 4 années de sa vie, c'est à peu près la même information. Avec ça, il n'a encore pas appris gérer toutes les informations qu'il reçoit par le toucher, par le chaud, les pentes qui sont raides et les choses qui peuvent glisser, tout ça non. Rien que par la vision. Donc ça donne une expérience de la réalité, toutes ces choses. Et l'intelligence artificielle, non, c'est tout simplement impossible. Un des meilleurs spécialistes, Yann de Crane, un Français, il a dit impossible d'entraîner une intelligence artificielle pour qu'elle puisse apprendre tout ce qu'un être humain, par tous ces capteurs qu'il a, lui, le goût, le toucher, c'est pas possible. Ça donnerait tellement de données, il faut trouver d'autres choses. Alors, pour terminer, où sont les gains de productivité? Ils sont très importants. Là aussi, il y avait une série d'articles dans l'Economist récemment. C'est Arnaque Incorporate. Vous imaginez pas, mais actuellement dans le monde, il y a dans 20 pays 500 000 personnes qui travaillent pour arnaquer les gens. Et 1,5 million d'emplois indirects. Et l'intelligence artificielle augmente considérablement la productivité. Parce que jusqu'à présent, si vous voulez arnaquer un Français, il vaut mieux parler français sans accent. Donc, ils devaient recruter des gens qui parlaient français sans accent. Maintenant, avec l'intelligence artificielle, il n'y a plus besoin de ça. C'est l'intelligence artificielle qui va vous parler comme il faut, avec le bon pour arnaquer les gens. Et donc, le chiffre d'affaires est supérieur déjà au marché de la drogue. Alors, les victimes de prédilection, c'est le profil idéal, c'est une personne seule, qui est assez riche, qui n'est pas très beau et qui a un manque affectif. Parce que ça, c'est les gens les plus faciles à arnaquer. Vous présentez sur LinkedIn ou sur Facebook comme vous êtes une belle jeune fille amoureuse de vous et tout ça, qui parle bon français grâce aux productivités de l'intelligence artificielle. Et après, vous rentrez en relation et après, finalement, vous verriez, au bout de quelques temps, ça peut durer 6 mois ou 1 an ou 1 an et demi, tout d'un coup, il va demander des sous à virer sur une crypto-monnaie. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Il y a, ça c'est encore autre chose là, un PDG d'une banque au Kansas est devenu victime de cette arnaque incorporate
un faux profil LinkedIn a créé une relation avec lui. Il a investi tout son argent sur une crypto-monnaie, celle de sa banque, disons quelques réserves de sa banque, celle de son église et son argent privé. Et finalement, c'était un faux crypto-monnaie. Donc, il n'arrivait plus à récupérer les sous. Et un autre directeur financier a reçu un appel vidéo qui était aussi un avatar deepfake et qui a fait un virement de 243 000 $ sur un compte. C'était un autre exemple de arnaque incorporate. C'est vraiment là qu'on fait le plus de progrès. Mais l'intelligence artificielle, je pense, les gains de productivité seront les plus forts là. D'ailleurs, ce PDG-là, la perte était 50 millions et il est parti 24 années en prison. Alors, je termine avec ça. Un des grands transhumanistes, Ray Kurzweil, un ex-responsable de Google, on lui a demandé « Est-ce que Dieu existe ?» Et sa réponse, je dirais, il n'existe pas encore. Et nous sommes en train de le créer. Voilà, c'était leur illusion sur l'intelligence artificielle.